MCR TV, notre partenaire média. Il est 19h30 à Pointe-Noire. Madame, Monsieur, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans ce journal télévisé sur MCR TV. Tout de suite, ouvrons cette édition pour dire que l'humanité a célébré hier lundi, comme chaque premier lundi du mois d'octobre, la journée mondiale de l'habitat. C'est dans un contexte du droit à un logement convenable pour tous et de l'urbanisation sauvage croissante dont font montre les pays en développement que les Nations Unies ont institué cette journée. Et Moïtif Tivongo pose dans cet édito la problématique de l'habitat au Congo. Suivez plutôt. La problématique de l'habitat qu'on pouvait concevoir relever exclusivement des besoins privés de chaque individu sur la terre s'était invité un jour dans les assises des Nations Unies. Nous sommes en 1986 où les grands du monde se rendirent compte qu'une majeure partie des humains, surtout ceux des pays en développement, le cas du Congo, sont sans abri et sans petits coins. Lorsqu'on sait que le bien-être physique, psychologique, social et économique d'un individu fait partie des droits fondamentaux et dépend de ses conditions de vie dans un logement décent et sécurisé. L'habitat étant l'objectif numéro 11 des 17 objectifs de développement durable ODD en sigle. Cet objectif a pour entre autres but d'assurer d'ici à 2030 l'accès de tous à un logement et à des services publics de base adéquats à un coût abordable. Le Congo, mon pays, bon élève en ratification, mais hélas, très mauvais élève en application, fait partie des États qui ont ratifié cet agenda des Nations Unies inhérent aux ODD. La question c'est, quelles sont les politiques publiques mises en œuvre dans le cadre du PAG, Programme d'action du gouvernement 2021-2026, en vue d'apporter une réponse sur mesure à cette problématique de l'habitat qui se pose avec beaucoup d'acuité et touche aussi bien les jeunes que les vieux, aussi bien les chômeurs que les travailleurs et même, s'il vous plaît, les retraités. Bien dommage. L'on dira qu'il est mis en œuvre une politique de logements sociaux, certainement. Mais des logements non accessibles bizarrement à ce pourquoi cette politique publique est justement programmée, les populations à faible revenu. Cette disposition sociale pouvant les aider à rembourser petit à petit à l'État qui n'a pas vocation de faire des bénéfices, mais de résoudre les questions sociales qui tourmentent le peuple. Des logements sociaux construits ça et là, ironie du sort, pour la plupart ou occupés par les richards qui semblent se redistribuer allègrement la richesse nationale ou abandonnés dans l'herbe pendant que les sans-abri ne font qu'augmenter au Congo, surtout avec le bazar des affaires foncières, où le Congolais ne sait plus où s'acheter un habitat paisible. Si ce ne sont pas les terriens véreux, c'est donc l'État avec ses éternelles zones de mise en défense et qui procède à la casse des habitats dont il doit garantir le droit à chaque citoyen. Paradoxal. Et puis lancé le 11 juin dernier à Pointe-Noire, les infirmeries scolaires installées dans les écoles publiques et privées de la ville n'ont pas toujours ouvert leurs portes malgré la reprise des cours. La rédaction de MCR TV a bien voulu comprendre les raisons du non-fonctionnement jusqu'ici de ces structures. Amélia Baker et Rossi Makaya.
Elles étaient censées ouvrir leurs portes dès la rentrée scolaire 2024-2025. Ces infirmeries scolaires ne sont toujours pas opérationnelles. Selon Aimé Magloire Boukaka, initiateur du projet, ces structures qui fonctionneraient déjà dans 3 écoles privées de la place tardent à ouvrir leurs portes dans les établissements publics, faute d'un bon compromis avec l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo sur le financement de ces structures. Notre problème ici, c'est avec l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, en abrégé APEC. Ce projet doit connaître l'appui, 1, de nos partenaires directs, 2, des entreprises de la place, 3, des parents des élèves directement concernés. Et puisque ces parents-là sont gérés par l'APEC, eh bien, notre association à nous, promoteurs du projet infirmier scolaire, et cet APEC, nous devons nous asseoir pour voir de quelle façon les parents doivent-ils accompagner tant soit peu ce projet. Le président du bureau coordonnateur départemental de l'APEC, Apollinaire Batiti Sambou, porte un éclairage sur cette question. Nous, bureau coordonnateur départemental de l'association des parents d'élèves, nous ne pouvons venir qu'en appoint de l'ADECO, c'est-à-dire sensibiliser les parents quant à l'ouverture des infirmeries dans nos établissements. Et c'est pourquoi nous avions pensé que pendant nos assemblées générales qui se tiendront au premier trimestre, annoncer aux parents l'ouverture de ces infirmeries. Mais le bureau coordonnateur départemental ne pourrait pas, n'est-ce pas, imposer les parents. Donc c'est pourquoi nous avions dit au président de l'ADECO, quant à la gestion, de se rapprocher auprès des établissements. Parce qu'il existe des comités de gestion au sein des établissements. Mais dire que l'APEC puisse prendre en charge la gestion de cela, nous disons non. Pour Aimé Magloire Boukaka, l'appui des partenaires et parents d'élèves est plus que jamais nécessaire pour le bon fonctionnement de ces infirmeries scolaires, sans lequel cette initiative ne saurait finalement aboutir. Et puisque nous parlons de retour de rentrée de classe en ce mois d'octobre, le mois d'octobre où la saison des pluies arrive généralement avec sa cohorte des méfaits. Parmi ceux-ci, l'inondation des ceintures maraîchères qui n'est pas sans incidence sur la production des légumes. De plus amples précisions dans ce papier signé Guy Serge de Moinza. L'alimentation aujourd'hui, au moyen des produits issus de notre agriculture, est assimilée au manger bio. C'est le cas des légumes qui proviennent de nos jardins. Seulement voilà, en saison des pluies, les maraîchers qui entretiennent souvent les jardins ont maille à partir avec les inondations. Willy Roufaï, travaillant aux abords de la ceinture maraîchère de Faubourg, évoque leurs difficultés. Vraiment, les difficultés que nous avons ici sont tellement nombreuses. Nous avons d'abord en premièrement la saison pluvieuse qui est là, la dame pluie qui est présentement là, qui va commencer par inonder, tel que vous le voyez, qui va commencer par inonder tout le jardin. Après la dame pluie, il va faire fuir tous les habitants du jardin. Et de l'autre côté aussi, nous aurons la disparition de nos fruits maraîchers, tels que les légumes, la tomate, les ciboules, tout ce qu'on n'appelle pas des épices. Nous aurons la disparition. Et de deux côtés, pendant la saison pluvieuse, nous voyons que des produits maraîchers commencent à être coûteux. Le panier ménager ne répond plus. Il en a aussi appelé au soutien des pouvoirs publics qui ont le noble devoir d'organiser la vie de la cité. Vraiment, nous demandons à l'État pendant cette période s'il pouvait voir ce cas de cette pauvre dame qui sont dans le champ, s'il pouvait voir leur cas. Parce qu'avec la saison pluvieuse, on ne peut pas manger tout ce qui sort de l'extérieur. On ne peut pas manger à chaque fois des produits des Chinois. Nous sommes africains, il faut qu'on mange africain. Nous devons manger bio sur notre terre congolaise. La terre est vaste, on peut trouver des arrangements. Ils peuvent venir voir la terre, comment il faut exploiter.
afin que pour trouver la canalisation de l'eau, parce que ce qui est là, ce qui fait fuir les habitants, c'est la canalisation de l'eau. Parce que s'ils pouvaient arriver à arranger la canalisation de l'eau, vraiment, tous les jours, chaque année, nous mangerons tous des fruits. C'est justement en cette saison pluvieuse que les légumes coûtent plus cher. Il y a donc nécessité d'aider les maraîchers à surmonter les difficultés de cette saison en vue de baisser les prix. Et restons toujours à Pointe-Noire pour dire que la mairie a lancé hier lundi une opération de ramassage des ordures ménagères dans la ville en vue d'éviter l'insalubrité observée ces derniers jours dans la capitale économique. Suivez. La propreté est la première image qu'une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Fidèle à ses objectifs en matière d'assainissement de la ville, l'autorité municipale de Pointe-Noire, incarnée par Evelyne Chichele, met un point d'honneur à agir concrètement dans ce domaine et de par sa détermination à redorer le blason terni par les ordures ménagères qui jonchent ça et là dans les coins et recoins de la ville. Son image de Ponton-la-Belle se veut être un défi que doit relever la mairie de Pointe-Noire par les actions de ramassage des ordures ménagères et que chacun doit bien prendre conscience qu'il est nécessaire de préserver et d'embellir notre environnement. Si la mairie peut prendre la main comme ça, continuer à faire tout le quartier de Pointe-Noire, ça serait bien. C'est que la population de Pointe-Noire qu'on veut. On veut que la mairie travaille, donner des moyens à la mairie de Pointe-Noire, que la mairie de Pointe-Noire travaille. Et lieu de laisser des poubelles par-ci par-là. C'est pas bon pour nous parce que ça crée des maladies. Il faut relever que cette action républicaine mérite encouragement et un élan de suivi. Et l'autorité municipale entend pérenniser ces opérations pour le bonheur de ses concitoyens. Rendons-nous à présent dans le département du Niari où il s'est tenu la clôture de la première session ordinaire du conseil municipal de Mossenjo le week-end écoulé. La cérémonie était placée sous les auspices du vice-président du conseil municipal, René Paka. Nadine Jolokate nous fait écho. Les travaux de la première session ordinaire administrative de septembre 2024 du conseil municipal de Mossenjo se sont poursuivis le mardi, mercredi et jeudi avec plusieurs points dont la présentation du rapport d'intercession du bureau exécutif de la période du 21 juin au 29 septembre 2024 et la mise en place de la commission ad hoc administrative et juridique chargée d'examiner 3 points, entre autres, le projet de délibération modifiant la délibération numéro 084-DN-CM-CM du 29 septembre 2010 portant création de la gare routière de la commune de Mossenjo. Le jeudi et vendredi, après débat en plénière, affaires numéro 2 et 3. S'agissant de ces 2 affaires, le Conseil les a adoptées après amendement du report de la commission. En marge, la restitution du rapport de la commission ad hoc administrative et juridique, 3 services déconcentrés de l'État ont été interpellés par les conseillers dont 2 ont répondu présents et 1 absent. Il s'agit de EKRC et de LCDE. Aux différentes préoccupations évoquées par les conseillers, des réponses ont été fournies par les responsables de ces services à la satisfaction du plénum du Conseil. Grand 3. Le vice-président du conseil municipal, adjoint au maire René Paka, prenant la parole au nom du président du conseil, a félicité le climat dans lequel s'est déroulé les travaux, à savoir un climat de sérénité et de collaboration, remerciant la population de Mossenjo qui ne cesse d'apporter son soutien aux élus locaux, non sans informer. Le conseil municipal vient de se doter des nouveaux instruments qui s'ajoutent à ceux qui ont déjà précédé pour améliorer davantage l'environnement socio-économique de notre commune. Il nous revient donc d'être de plus en plus conséquents quant à capitaliser ce patrimoine, car la vie de notre commune en dépend. Certes, les difficultés de parcours sont énormes, mais nous ne saurons baisser les bras pour céder à l'immobilisme.
C'est ici l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et son gouvernement pour toute l'attention qu'il prête aux collectivités locales en assurant leur bon fonctionnement. Pour terminer mon propos, j'appelle une fois de plus les élus que nous sommes à une franche collaboration afin de relever les grands défis qui concourent au bien-être de la population. L'actualité en rappel, inauguration samedi dernier à Ngoyo dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire du tout premier complexe gérontologique de l'ASDEPAC, une structure spécialisée dans les soins aux personnes du 3e âge et à domicile. Le point dans ce reportage. La coupure du ruban faite par le directeur du cabinet du préfet de Pointe-Noire a symbolisé l'inauguration du premier module du complexe de gérontologie de l'association d'aide de soins à domicile pour des personnes âgées du Congo, ASDEPAC en sigle, le samedi 5 octobre 2024 dans le 6e arrondissement Ngoyo. Un complexe spécialisé dans l'accueil des seniors ou personnes de 3e âge dont la structuration est expliquée ici par son promoteur Auguste Loco. C'est donc avec une immense joie et un profond respect que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer ce premier module de la résidence senior qui est construit sur 500 mètres carrés, comprenant au niveau de la cour un jardin, un espace de détente, une bâche à eau, une cour pavée d'un groupe électrogène. Au rez-de-chaussée, une réception, une salle de visiteurs, un grand salon, 2 tables à manger privatives, d'une salle à manger collective, des toilettes, d'une buanderie, d'une cuisine et des congélateurs. À l'étage, 4 chambres équipées chacune d'un lit médicalisé à hauteur variable, d'un espace bibliothèque et d'un espace culturel. Cet asile des seniors, qui est une première dans la ville océane et la deuxième du genre en République du Congo, a pour objectif. Cet espace que nous avons eu l'honneur de voir prendre forme au cours d'une douzaine d'années est bien plus qu'un simple bâtiment. Il représente un engagement envers nos aînés, une promesse de leur offrir un environnement où ils peuvent vivre dignement, entourés de soins et d'attention. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'achèvement de ce projet, mais également les valeurs qui sont les nôtres, le respect, la dignité et le bien-être de nos aînés. Un établissement bien accueilli par la société civile représentée par Régine Goma. Nous pensons que les 3e âge, je veux dire les personnes âgés ne seront plus abandonnés, marginalisés ou bien aller à gauche et à droite. Nous avons maintenant un centre spécialisé pour prendre en charge les personnes âgées. Signalons que le groupe ASDEPAC a été créé le 31 juillet 2009 et est spécialisé dans le domaine de la gérontologie. Et bouclons ce journal par cette actualité sportive à l'approche de la double confrontation face à l'Afrique du Sud. La première vague des joueurs congolais évoluant en Europe est déjà à Brazzaville. Un rassemblement en vue du déplacement en Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce sont Merveille Ndoki, Christopher Ibaï, Mombaswamina, Réan Bidunga et Poiti Morgan qui ont déjà posé leurs valises au rassemblement des Diables Rouges. Des arrivées qui s'ajoutent à une vague déjà présente à Brazzaville au vu de la double confrontation face à l'Afrique du Sud les 11 octobre pour le match aller et le 15 octobre pour le match retour. 2 rencontres programmées dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Tout de même, le sélectionneur congolais devrait composer sans Chandrel Massonga, blessé au genou avec son club en Turquie. Et c'est à travers cette actualité sportive que nous mettons donc un point final à cette session d'information de 19h30 du mardi au 8 octobre 2024. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.
MCR TV, notre partenaire média.